Le trimestre commença avec l'odeur de craie et de pluie séchant sur les manteaux. Le lycée, bloc gris au bord d'un rond-point, n'avait rien d'exceptionnel. Moi, Léo, 18 ans, lecteur obstiné, je vivais entre parenthèses. Ce lundi-là, la deuxième 3 attendait en silence. Au tableau, un nom neuf, Madame Renaud. On entendit ses pas avant de la voir, net, régulier. Elle entra, posa son sac, retira des gants noirs, leva les yeux. Quarantaine discrète, chignon tenu par une épingle d'argent, voix claire. « Bonjour, je m'appelle Claire Renaud, j'enseigne la littérature. Si vous n'êtes là que pour les notes, vous vous ennuierez. La littérature ne sert à rien sinon à comprendre ce qui nous brûle. » Elle écrivit « Désir. » Loi, mémoire. La craie écrit ça. Voilà nos fils rouges. Avec eux, nous lirons Racine, Duras, Camus, et vous écrirez. Pas pour faire joli, pour dire juste. Elle distribua Andromaque, puis l'amant. Sa manière de glisser d'un texte à l'autre traçait des ponts invisibles. Ces questions n'étaient pas des flèches mais des clés. Nous ouvrions des portes dont nous ignorions l'existence quelques minutes plus tôt. Le mot « aimer ». « Et paresseux », dit-elle. « Il voudrait tout dire et ne dit rien. Préciser. Aimer qui? Quoi? Comment ?» Les réponses s'éparpillèrent. Elle sourit parfois, jamais par moquerie. Je préférais écrire que parler. Pourtant, j'avais l'impression qu'elle passait près de moi, frôlant des zones où je me cachais. À la fin, elle donna un devoir. Racontez un souvenir où vous avez cru aimer. Une page. Interdiction d'employer le verbe aimer. La cloche sonna. La classe se vida. Je restai quelques secondes. Elle rangeait ses feuilles, concentrée. Je retins une fine cicatrice sur sa main gauche. Dans la cour, la pluie avait cessé. Maxime, mon voisin de table, me lança. On dirait qu'elle pourrait te faire aimer la grammaire. Ce n'est pas la grammaire. C'est sa façon de parler comme si on avait déjà vécu. Tu parles comme un livre, Léo. Le soir, sous la lampe, je fixais la page blanche. Le souvenir d'une écharpe rouge se dissolvait. Alors j'écrivis une salle vide, l'air d'automne qui tourne, des feuilles qui tremblent près d'une fenêtre, et la sensation que quelque chose approche sans se montrer. Je n'écrivis pas aimer. J'écrivis attendre. Le lendemain, elle ramassa les copies. On parla de Phèdre, de l'aveu qui ressemble à une faute et de la faute qui ressemble à une vérité. À mi-cours, elle prit une feuille, un extrait, anonyme. Elle lut mes lignes d'une voix basse. Je reconnus mes marches, mais elle les éclairait autrement. Un silence bref. Voilà ce que j'entends par précision. On montre l'air qui tourne, la feuille qui claque. Celui qui lit sent parce qu'il voit. Qui que vous soyez, continuez. Tes regards glissèrent. Peut-être les inventai-je. Mon cœur battit trop fort. Elle reposa la feuille, reprit le cours. Les jours suivants, j'attendis ces heures comme un train de nuit. Elle n'essayait pas de plaire. Elle était exacte. Parfois manteau bleu nuit, parfois cardigan gris. Ses textes semblaient répondre à des questions que je n'avais pas formulées. Un après-midi, elle ajouta un mot. Perte. Sans perte, dit-elle, il n'y a pas de mémoire. Ce que nous gardons prend forme autour de ce qui manque. Je recopiai la phrase en marge. En sortant, je passai devant la salle des profs. Par l'entrebâillement, je la vis rire avec le prof d'histoire. Son rire n'était pas celui du cours, plus clair, plus jeune. J'eus honte de jalouser la liberté d'une personne qui n'est pas à vous. Le vendredi, elle rendit les copies. La mienne portait des marques au crayon. Belle image. Trop abstrait. Rythme à reprendre. En bas, une ligne. Tu crois savoir nommer ce que tu poursuis. Et si ce n'était pas un visage? Et si c'était une voix? Ça était souligné. Je restai longtemps sur ce mot, comme devant un miroir qui bouge. Après le cours, la classe se vida. Je rangeai lentement mes affaires. Elle effaçait le tableau, manche relevée. Je m'approchai. Merci pour vos notes, madame. C'est normal, Léo. Tu écris déjà. Maintenant, il faut apprendre à ne pas t'écouter trop. Ne pas m'écouter? On tombe amoureux de sa propre voix. C'est dangereux. Écoute ce que la phrase exige, pas ce que l'ego réclame. Là, ça devient vivant. Je fis oui. En vérité, je me sentis traversé. Elle prit son sac. Une dernière chose. Le mot souligné n'était pas gratuit. Une voix peut vous conduire loin, parfois trop loin. À lundi, elle sortit. L'odeur de craie resta, puis la salle redevint neutre. Sur le chemin, je notais désir, loi, mémoire, perte. 4 clous pour tendre une corde. Le week-end passa vite. Dimanche, je serrai mes phrases jusqu'à faire apparaître les os. À la fin, je compris ce que voix pouvait vouloir dire. La mienne, oui, mais surtout la sienne, telle que je l'entendais vibrer à travers les livres qu'elle alignait sur la table comme des cailloux blancs. Ce n'était pas un visage que je poursuivais, c'était une direction. Lundi, j'arrivai plus tôt. Dans la salle vide, j'ouvris les fenêtres. L'air frais fit frissonner le rideau. J'écrivis au crayon.
Le vrai cours commence quand la cloche a sonné. Des pas dans le couloir, nets, réguliers. Elle apparut, lut la phrase, releva la tête. « Qui a écrit ça ?» « Moi. » Elle hocha la tête, presque imperceptiblement. « Alors, commençons. » En répondant ainsi, je mis le pied sur un chemin dont on ne revient pas tout à fait. Je croyais apprendre à écrire. J'allais surtout apprendre à perdre et à me taire. Les semaines suivantes prirent une cadence étrange, comme si le temps entre deux cours de littérature n'était qu'une attente déguisée. Chaque lundi, chaque jeudi, la porte de la salle 204 devenait un passage vers un monde où tout semblait plus net. Les sons, les regards, les silences. Je ne savais pas quand exactement cela avait commencé, mais je guettais la silhouette de Madame Renaud dans les couloirs comme on attend la première lumière après une nuit blanche. Elle, toujours droite, posée, une aura de distance et d'autorité, mais dans ses yeux, parfois, une nuance que je ne savais pas nommer. Elle avait ce don de faire sentir que chaque mot comptait, que le langage n'était pas seulement une façon de parler, mais un acte de présence. Quand elle expliquait Baudelaire, ses phrases devenaient presque des caresses. L'amour est un crime où l'on ne peut pas se passer d'un complice. Elle laissa flotter la citation un instant. Nos regards se croisèrent. Juste une seconde. Mais il me sembla que quelque chose avait glissé. Imperceptiblement, du côté du danger, un jour, elle nous demanda d'écrire sur le thème. L'amour, c'est ce qui reste quand tout s'efface. Je passais la nuit à chercher. Les phrases refusaient de venir. Alors, vers 3 heures du matin, j'écrivis ce que je ressentais sans comprendre. L'amour n'est pas ce qu'on dit, mais ce qu'on tait, ce qu'on retient entre les dents pour ne pas blesser. Ce regard qui dure une seconde de trop et qu'on regrette toute une vie. Le lendemain, je déposai ma copie avec un battement dans la poitrine. Elle la prit sans rien dire. Mais quand elle l'a lu quelques jours plus tard, j'eus la sensation qu'elle savait déjà que c'était plus qu'un exercice. Un matin de novembre, la pluie collait aux vitres comme un rideau épais. Elle entra, trempée, un manteau sombre sur les épaules, et lança d'un ton calme. « Aujourd'hui, on parle de correspondance. Pas celle de Baudelaire. Les vôtres. » Elle sortit de son sac une pile de lettres anciennes, jaunies, attachées par un ruban. Les mots écrits à quelqu'un qu'on ne peut pas voir sont les plus sincères, parce qu'ils ne cherchent pas la réponse. Puis, comme par jeu, elle proposa un exercice. Chacun devait écrire une lettre à une personne absente, réelle ou imaginaire, sans jamais signer, ni dire qui était le destinataire. Je ne réfléchis pas. J'écrivis à elle, pas à Madame Renaud, mais à la voix qui me hantait. Tu dis que les mots brûlent, mais tu les sèmes partout comme des étincelles. Tu dis que l'amour est un miroir, mais tu ne regardes jamais ton reflet. Je te cherche dans les livres, mais c'est dans le silence que je te trouve. Je ne signais pas. J'espérais seulement qu'elle comprendrait. 2 jours plus tard, elle rendit les lettres. La mienne portait un trait rouge sous une phrase. Tu dis que l'amour est un miroir. À côté, une annotation fine au crayon. Peut-être que le miroir, ce n'est pas moi. Je relus la note 10 fois. Je savais qu'elle m'avait reconnu. À partir de ce jour, nos échanges changèrent. Ce n'étaient non plus des devoirs, mais des dialogues secrets dissimulés dans des marges. Quand j'écrivais, le cœur, c'est un élève indiscipliné. Elle répondait, alors le professeur doit rester maître. Quand je notais, la passion enseigne mieux que la raison. Elle ajoutait, mais la raison protège mieux que la passion. C'était subtil, presque invisible aux autres, mais pour moi, c'était tout. Je vivais pour ces phrases en bord de page, ces fragments de nous. En décembre, elle proposa une lecture de La Princesse de Clèves. Elle expliqua la scène où l'héroïne avoue son amour à son mari, une vérité plus cruelle que le mensonge. Sa voix était plus lente ce jour-là. « Avouer, c'est parfois trahir, dit-elle, parce qu'on vole à l'autre la possibilité d'ignorer. » Je sentis ses yeux sur moi en prononçant ces mots. Le silence qui suivit était lourd, presque physique. Personne ne parla. Et moi, j'avais la gorge sèche, incapable de détourner le regard. Plus les jours passaient, plus le réel perdait de sa netteté. Je la voyais dans la salle de classe, mais aussi dans chaque livre que j'ouvrais, dans chaque phrase que je lisais. Je commençais à recopier ces citations dans un carnet noir que je gardais dans mon sac. Elle me surprit un matin en train de l'écrire pendant le cours. « Qu'est-ce que tu notes, Léo ?»« Ce que vous dites. Tu crois que ce que je dis t'appartient ? Non, mais ça me suit. » Elle resta un instant silencieuse, puis répondit doucement. « Alors fais attention à ce que tu choisis de suivre. » Cette phrase me poursuivit pendant des semaines. À la veille des vacances, elle m'appela à la fin du cours. Les autres sortèrent déjà. Le couloir se vidait. Elle s'assit sur le bureau, croisa les bras. « J'ai lu ton dernier texte. Il est dérangeant. » Dérangeant ? Oui, parce qu'il ne parle plus de littérature, mais de toi, et parce qu'il me regarde.
Je ne trouvais rien à répondre. Elle reprit. Tu es brillant, Léo, mais il faut apprendre à garder une distance avec ce que tu ressens. Sinon, c'est le sentiment qui écrit à ta place. Je murmurai. Et si c'est justement ça, écrire? Elle eut un sourire triste. Peut-être, mais certaines phrases coûtent trop cher. Puis elle ajouta, comme une conclusion. Tu crois savoir aimer? Je la regardai. Je voulus dire oui. Je voulus dire je vous aime, mais rien ne sortit. Elle se leva, attrapa son manteau, et quitta la salle sans attendre de réponse. Ce soir-là, je rentrai sous la pluie, sans parapluie, sans musique, avec cette question tournant dans ma tête comme un écho impossible. Tu crois savoir aimer? Je m'enfermai dans ma chambre, relus mes textes, ses annotations, ses mots sur les marges. Tout y était, la retenue, la peur, le feu. Je compris que je n'écrivais plus pour apprendre, mais pour exister dans son regard. Et peut-être que c'était là, la vraie leçon. Sur mon bureau, j'ouvris un nouveau cahier. Je notais en haut de la première page, cours particulier, aimer. Et en dessous, une phrase que je ne lui montrerai jamais. Je crois savoir aimer. Mais seulement quand elle me lit. L'hiver s'installa comme un manteau de verre sur la ville. Les jours s'allongeaient en gris, et les cours de littérature devinrent la seule lumière dans cette saison sans couleur. Après les vacances, elle revint changée, plus fatiguée, plus silencieuse, comme si quelque chose pesait sur elle. Pourtant, quand elle parlait de livres, le monde s'effaçait encore. Ce jour-là, elle cita Rilke. Aimer, c'est se mettre en danger. Ces mots se plantèrent dans ma poitrine. Elle annonça qu'un concours de nouvelles allait être organisé par l'Académie. Le thème, l'ombre et la flamme. Elle me regarda en disant cela, et j'y vis une invitation. Vous devriez participer, Léo. Vous avez déjà commencé à écrire votre propre incendie. Et vous, dis-je, vous serez mon juge. Elle esquissa un sourire, le premier depuis des semaines. Peut-être ton témoin, je passais mes nuits à écrire. Mon texte parlait d'un élève et d'une femme qu'il admirait. Rien d'explicite, mais chaque phrase tremblait de ce que je ne pouvais pas dire. J'y mis mes pensées, mes regrets, ma peur. Quand je le lui remis, elle prit le manuscrit sans un mot. Mais son regard, lui, avait tout lu. Une semaine plus tard, alors que la classe se dispersait, elle m'arrêta. Reste un instant. Les néons grésillaient, les tables vides alignées comme des confessions. Elle tenait mon texte entre les mains. C'est beau, dit-elle. Trop beau pour être seulement de l'imagination. C'est un concours, madame. Il faut bien exagérer. Elle posa doucement la feuille sur la table. Ce que tu appelles exagération, d'autres l'appellent vérité. Le silence s'étira. Je sentais la chaleur me monter au visage. Elle ajouta. Si tu veux qu'on travaille ta nouvelle, viens demain, après les cours. Je reste tard pour corriger les copies. Ces mots simples sonnèrent comme un rendez-vous secret. Toute la nuit, je ne pensais qu'à ça. Le lendemain, à 17h, le lycée était presque vide. Le ciel se couchait en une pluie d'or pâle. La salle 204 baignait dans une lumière d'hiver, douce, irréelle. Elle corrigeait des copies, les lunettes sur le bout du nez, concentrée. Je restai quelques secondes sur le seuil avant qu'elle ne lève les yeux. Tu es venu. Vous m'aviez dit... Oui, je sais, entre. Je m'assis à la première table. Le silence n'était pas gênant, juste dense, habité. Elle prit ma nouvelle, la relut lentement, s'arrêtant parfois, traçant un mot au crayon. Tu utilises beaucoup d'images liées à la chaleur, au feu, au souffle. Pourquoi? Parce que c'est ce que je ressens quand j'écris. Elle hocha la tête. Et pour qui tu écris? Je ne répondis pas. Son regard me tenait. Il y a des émotions qu'on croit pouvoir contrôler en les mettant sur le papier, dit-elle doucement. Mais parfois, c'est le papier qui finit par te posséder. Je la regardais, fasciné par la façon dont la lumière dessinait une lueur sur sa peau. Elle posa le crayon, croisa les bras et reprit. Je t'avais posé une question, Léo. Tu crois savoir aimer? Je voulus parler, mais ma voix se bloqua. Je crois. Que j'apprends. Et tu crois que c'est ici qu'on apprend ça? Je fis un pas vers elle sans m'en rendre compte. Peut-être pas ici, mais avec vous, oui. Elle détourna le regard puis se leva lentement. Tu ne comprends pas encore. Ce que tu ressens n'a pas de nom, pas d'âge, pas de place. Ce n'est pas de l'amour, c'est une fièvre, je murmurai. Et si cette fièvre ne part jamais? Elle ferma les yeux un instant. Alors, elle te brûlera. Un silence tomba, profond, presque sacré. Le bruit de la pluie se mit à battre contre les vitres, régulier, apaisant. Elle s'approcha de la fenêtre, observa la cour déserte, les arbres nus. Tu sais, dit-elle sans se retourner, j'avais ton âge quand j'ai cru aimer pour la première fois. J'ai confondu l'intensité avec la vérité. Et j'ai perdu des années à croire que brûler, c'était vivre. Je la rejoignis près de la fenêtre. Peut-être qu'il fallait brûler pour comprendre. Elle sourit tristement. Oui, mais certains incendies ne laissent rien à reconstruire. Nos reflets se croisaient dans la vitre.
Je sentais la chaleur de sa présence à quelques centimètres de moi. Elle inspira profondément, puis murmura. « Léo, tu dois apprendre à observer sans vouloir posséder, à aimer sans attendre. » Je la regardais, incapable de détourner les yeux. « Vous me demandez l'impossible. » Elle tourna enfin la tête, son visage si proche que je pouvais sentir le parfum de sa peau. « C'est justement pour ça que c'est une leçon. » Une minute passa, ou peut-être une éternité, puis elle fit un pas en arrière, reprit sa posture d'enseignante. « Tu devrais rentrer. Il se fait tard. » Je rangeais mes affaires, les mains tremblantes. Avant de sortir, je me retournai. Elle rangeait ses papiers, comme si rien ne s'était passé. Mais sa voix me retint une dernière fois. « N'oublie pas ce que je t'ai dit. Observer, pas posséder. » Je hochai la tête et quittai la salle. Dehors, la nuit avait tout englouti. La pluie tombait encore, fine, obstinée. Je marchais sans parapluie, le cœur plein d'un feu qu'aucune eau ne pouvait éteindre. Je repensais à chaque mot, à chaque geste, à la distance qu'elle imposait comme une frontière sacrée. Mais pour moi, cette frontière n'était plus une limite. C'était une promesse. Arrivé chez moi, j'ouvris mon carnet. J'y écrivis. Elle m'a appris à observer, mais elle ne sait pas que je la vois même quand elle ne me regarde plus. Puis je restai là, longtemps, les doigts tachés d'encre, le souffle court. Je ne savais pas encore que cette soirée serait la première fissure dans la digue qu'elle avait tenté de construire. Je croyais seulement avoir vécu un moment suspendu, un secret à deux. En réalité, c'était le commencement d'un vertige, celui dont on ne revient jamais indemne. Et dans mon esprit, sa voix continuait de résonner, douce et lointaine. « Tu crois savoir aimer ?» Mais cette fois, au fond de moi, j'avais déjà cessé de douter. Le printemps s'effaça sans prévenir. Les jours se réchauffaient, et le lycée semblait s'étirer dans une lente torpeur avant les vacances. Dans les couloirs, les conversations parlaient d'examens, de projets, de départs à la mer. Moi, je ne pensais qu'à elle. Depuis ce soir-là, le soir du concours, il y avait quelque chose de différent dans nos échanges. Une frontière invisible, mais plus fragile qu'avant. Madame Renaud n'était plus seulement ma professeure. Elle était devenue une présence qui me suivait, même dans le silence. Je connaissais la manière dont elle tenait son stylo, la façon dont elle pinçait les lèvres avant de répondre à une question, la légère inclinaison de sa tête quand elle écoutait quelqu'un vraiment. Tout en elle m'était familier, au point d'en devenir vital. Pourtant, elle s'éloignait doucement. Ses cours restaient brillants, précis, mais quelque chose de plus froid s'y était glissé. Elle ne me regardait presque plus. J'avais l'impression qu'elle se punissait d'un crime qu'elle n'avait pas commis. Un jeudi, je restais à la fin du cours, sous prétexte d'avoir besoin d'explications sur un passage de Madame Bovary. Elle leva les yeux, fatiguée, et soupira. « Léo, tu connais déjà la réponse. Pourquoi es-tu resté ?» Je ne trouvais rien à dire. Elle ferma le livre et ajouta « Tu cherches quelque chose que je ne peux pas te donner. » Je la regardais, perdue entre la honte et la colère. « Et si je ne cherche pas à recevoir, mais à comprendre ?»« Comprendre quoi ?» Elle eut un léger mouvement de recul, puis se reprit aussitôt. « Ce n'est pas moi que tu veux comprendre, Léo. C'est ce que tu ressens. Et ce que tu ressens n'a pas besoin d'un visage. Mais moi, j'étais sûr du contraire. Ce visage, c'était celui de toutes mes phrases, celui de toutes mes nuits sans sommeil. Les jours passèrent. Elle ne m'adressa presque plus la parole. Je voyais ses regards s'éviter aux miens, et je sentais la distance grandir comme un mur. Et puis un soir, sans prévenir, tout bascula. C'était la veille du concours de nouvelles. Elle m'avait proposé de venir récupérer mon texte final corrigé. La salle était vide, les fenêtres ouvertes sur un ciel d'orage. Quand je suis entré, elle était là, debout près du bureau, un dossier à la main. « J'ai lu ta dernière version », dit-elle d'une voix basse. « C'est fort, Léo, trop fort. » Je m'approchai. « Trop fort pourquoi? Pour un concours d'élèves? Pour ton âge. Pour... » Elle s'interrompit, cherchant ses mots. Puis elle ajouta, presque pour elle-même. « Tu ne devrais pas comprendre certaines choses aussitôt. » Je fis un pas de plus. Nous étions à un souffle l'un de l'autre. Vous m'avez appris à écrire la vérité. Et je l'ai écrite. Elle me fixa longuement. Ses yeux, d'habitude si calmes, tremblaient d'un feu contenu. Léo, il faut que tu partes. Pas avant de savoir. Savoir quoi? Ce que je suis pour vous. Elle ferma les yeux, comme si la question elle-même lui faisait mal. Tu es un élève. Un jeune homme sensible, talentueux, mais un élève. Et si je refuse de l'être? Alors je deviens coupable. Ces mots me frappèrent comme une gifle, mais avant que je puisse répondre, la pluie se mit à tomber violemment, et le tonnerre gronda au loin. La fenêtre claqua sous la rafale. Elle fit un pas en arrière, le souffle court. Je me précipitai pour fermer la fenêtre. Et quand je me retournai, elle était là, tout près, trop près. Son parfum, le bruit de la pluie,
la lumière des néons vacillant sur ses joues. Tout semblait irréel. Elle murmura « Tu ne comprends pas dans quoi tu t'engages ?» Peut-être que si, peut-être que je le veux. Elle me regarda, une main posée sur la table, l'autre sur son cœur. Non, tu veux croire que c'est de l'amour, mais c'est une projection, une illusion. Je m'approchai encore. Alors regardez-moi dans les yeux, et dites-le. Dites que ce n'est rien, elle resta immobile. Son silence était une réponse, et dans ce silence, quelque chose céda. Ce ne fut ni un geste brusque, ni une folie, juste un glissement, une vérité qui trouva enfin un corps. Nos visages se frôlèrent, nos souffles se mêlèrent, et pendant une seconde suspendue, le monde entier sembla se taire. Puis, elle se recula brutalement, le regard bouleversé. Non, ça ne devait pas arriver. Mais c'est arrivé! Elle tourna la tête vers la fenêtre, incapable de me regarder. Tu crois que c'est de l'amour, Léo, mais l'amour, le vrai, ne se vit pas dans la peur. Je voulus la retenir, lui dire que ce n'était pas une erreur. Mais elle attrapa son sac et sortit de la salle sans un mot de plus. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je revoyais tout. La lumière, la pluie, le tremblement de ses mains. J'avais franchi la ligne. Et pourtant, je ne ressentais ni honte ni regret, seulement un vertige. Le lendemain, elle n'était pas au lycée. Un autre professeur la remplaça. Une semaine passa, puis 2. On disait qu'elle était en congé pour raisons personnelles. Je lui écrivis une lettre que je n'osais jamais envoyer. Je ne veux pas vous blesser. Je veux juste que vous sachiez que tout ce que vous m'avez appris m'a dépassé. Vous m'avez appris à lire, à écrire, et maintenant je ne sais plus comment oublier. Je la pliais, la rangeais dans mon carnet, et chaque soir, je la relisais comme une prière. Un après-midi de juin, je la revis enfin. Elle m'attendait devant la salle, le regard plus doux, mais plus lointain aussi. « Comment allez-vous » demandai-je. « Mieux. Enfin, je crois. » Elle hésita, puis ajouta « Léo, il faut que tu continues à écrire. »« Mais pas pour moi. Promets-le-moi. Je ne peux pas promettre ça. » « Alors promets au moins de vivre. » Elle me sourit, ce sourire fragile qui ressemblait à un adieu. Et avant de partir, elle me dit à voix basse « Ce que nous avons partagé, il ne faut pas le regretter, mais il faut le laisser là, où il est né, dans les mots. » Puis elle s'éloigna dans le couloir. C'est pas résonnant comme une page qui se tourne. Ce soir-là, je compris enfin ce qu'elle voulait dire, observer sans posséder. Mais c'était trop tard. Je l'avais observée, aimée, écrite, et maintenant elle vivait en moi comme une brûlure douce, une cicatrice invisible. Le concours eut lieu sans elle. Je ne gagnais pas, mais je m'en moquais, car j'avais déjà connu la seule victoire qui compte, celle d'avoir touché, ne serait-ce qu'un instant, la vérité d'un autre cœur. Et cette vérité, même interdite, m'avait changé à jamais. L'été s'annonçait brûlant. Mais au lycée, l'air semblait lourd, étouffant, comme si tout le monde retenait sa respiration. Les examens approchaient. Les élèves riaient plus fort que d'habitude, peut-être pour masquer la fatigue. Moi, je ne riais plus. Depuis notre dernier échange, je vivais dans une attente sans forme, entre l'espoir et la peur. Madame Renaud était revenue en cours, mais elle agissait comme si rien n'avait existé. Comme si ses soirs, ses regards, ces mots n'avaient jamais eu lieu. Elle corrigeait mes copies avec la même rigueur, la même précision. Parfois, je surprenais un éclat dans ses yeux, fugitif, comme une flamme qu'elle essayait d'éteindre avant qu'elle ne se voie. J'aurais voulu lui parler, mais il n'y avait plus d'endroit sûr pour le faire. La salle 204, jadis sanctuaire, était devenue un champ miné. Un jour, tout bascula. C'était un mardi de juin, chaud, presque orageux. Après le cours, elle m'appela discrètement. « Léo, viens me voir en salle des profs. » Je sentis un nœud se former dans mon ventre. Quand j'arrivai, elle tenait une enveloppe à la main. « J'ai reçu ça, dit-elle, la voix serrée. » C'était une photo prise dans la salle de classe, le soir du concours. On y voyait nos silhouettes, proches, trop proches, floues mais reconnaissables. Je restais figé. « Qui a fait ça ?» Elle serra la mâchoire. « Un élève, sans doute. Ou quelqu'un d'autre. Peu importe. Ce qui compte, c'est que maintenant, c'est entre des mains qui ne devraient pas la voir. » Elle posa la photo sur le bureau, les doigts tremblants. « Si la direction apprend ça, je perds tout. Je dirais que ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. »« Et tu crois qu'ils te croiront ?» Son ton était plus dur, presque désespéré. Elle reprit, plus bas. « Ce n'est pas ta faute, Léo. Mais il faut que tu restes en dehors de ça. Tu ne dois rien dire, rien faire. Laisse-moi gérer. » J'ai voulu protester, mais elle posa sa main sur la mienne. « Promets-le. »« Je vous le promets. » Son regard resta fixé sur moi une dernière fois. Ce n'était plus celui d'une professeure, ni celui d'une amante. C'était celui d'une femme qui disait adieu. 2 jours plus tard, la rumeur éclata. On chuchotait dans les couloirs.
Des mots comme photo, relation, renvoi flottaient dans l'air. Les regards se tournaient vers moi, fuyants, accusateurs. Je ne savais plus à qui faire confiance. Elle ne revint pas au lycée cette semaine-là. On apprit qu'elle avait demandé un départ anticipé. Les professeurs évitèrent le sujet. Moi, j'errais dans la cour, le cœur vidé, sans savoir quoi faire. Un après-midi, je reçus un message sans signature. Ne cherche pas à comprendre. C'est mieux ainsi. Je reconnus son style, sa retenue. Je restai longtemps à fixer ces mots sur l'écran avant de les effacer. Comme si les supprimer pouvait effacer la douleur. L'été arriva. Le concours fut annulé par manque de participants. Je partis en vacances chez ma tante, dans le sud, mais rien n'avait de goût. La chaleur me pesait, la lumière me faisait mal. Chaque nuit, je rêvais d'elle. Pas du moment volé dans la salle, mais de détails absurdes. Sa main sur un livre, sa voix lisant un poème, la craie qui se casse dans ses doigts. Un soir, incapable de dormir, je pris mon carnet et relus nos anciens échanges. Les phrases dans la marge, les mots soulignés. J'avais tout gardé. Et là, au milieu de ces corrections, je tombais sur une annotation que je n'avais jamais remarquée. Écrire, c'est survivre à ce qu'on ne peut pas dire. Je compris alors qu'elle m'avait laissé un message longtemps avant la fin. À la rentrée suivante, une nouvelle prof prit sa place. Je retournai dans la salle 204, assis au même bureau. Le tableau avait été repeint, les murs semblaient plus clairs, mais tout, à mes yeux, portait encore son empreinte. Je regardais la fenêtre où la pluie avait battu ce soir-là, et je revis son ombre dans le reflet. La nouvelle prof remarqua mon absence d'attention et me demanda « Léo, tout va bien ?» Je répondis sans réfléchir. « Oui, j'observe. » Elle sourit, sans comprendre la portée de ces mots. Les mois passèrent. J'obtins mon bac, puis je quittai la ville pour l'université. J'essayais d'oublier. Mais on n'oublie pas quelqu'un qui vous a appris à voir le monde autrement. Parfois, je croyais l'apercevoir. Une silhouette familière dans une librairie, un parfum dans la rue, une voix à la radio. Chaque fois, mon cœur battait trop vite avant de retomber dans le vide. Je commençais à écrire vraiment, sans attendre qu'elle me lise. Des nouvelles, des poèmes, des fragments. Mais tout, toujours, tournait autour d'elle. Elle était devenue le prisme à travers lequel je regardais la vie. Un soir d'automne, 2 ans plus tard, je reçus une lettre sans expéditeur. Le papier était jauni, l'écriture fine. « Léo, j'ai longtemps hésité avant de t'écrire. Ce que nous avons vécu m'a coûté, mais je ne le regrette pas. Tu étais la preuve qu'il restait encore de la lumière dans ma vie. J'ai quitté l'enseignement. J'écrivais moi aussi un peu. Ne cherche pas à me retrouver. Certains chapitres n'ont pas besoin de conclusion. Continue à écrire, mais ne laisse jamais une seule voix devenir ton monde. OCR. Je relus la lettre des dizaines de fois. Il n'y avait ni adresse, ni date. Juste cette trace d'elle, dernière, fragile, vivante. Je sortis marcher cette nuit-là. L'air sentait la pluie, comme ce soir d'orage. Et je compris enfin ce qu'elle voulait dire ce jour-là, quand elle m'avait demandé « Tu crois savoir aimer ?» Oui, je croyais savoir. Mais aimer, c'était aussi apprendre à perdre, à laisser partir, à ne pas retenir. Depuis, chaque fois que j'écris, je sens encore sa présence, invisible, bienveillante. Dans les marges de mes pages, je laisse parfois une phrase pour elle. J'observe encore. Et dans le silence après la dernière ligne, j'entends sa voix murmurer. « Alors tu as enfin compris. » Mais c'était trop tard. Toujours trop tard. Les années passèrent, comme des pages tournées trop vite. L'université, les petits boulots, les amitiés fragiles. Tout se succéda sans vraiment s'ancrer. J'écrivais toujours, avec obstination, comme on respire pour ne pas se noyer. Mais au fond de chaque texte, il y avait elle. Pas son nom ni son visage, juste cette sensation de manque, cette empreinte qui refusait de s'effacer. Je pensais parfois que le temps finirait par user ce souvenir, qu'un jour, il ne serait plus qu'une ombre douce dans un recoin de ma mémoire. Mais chaque fois que je croyais m'en détacher, un détail la ramenait à moi. Une phrase lue dans un livre, une craie cassée, une femme qui portait le même parfum. Je n'ai plus jamais revu Madame Renaud. Pourtant, elle était partout, dans les mots que je choisissais, dans les silences que je laissais. C'était une présence diffuse, comme une voix intérieure qui me guidait sans parler. Un soir d'hiver, alors que je travaillais sur mon premier roman, j'ouvris une vieille boîte que je n'avais pas touchée depuis le lycée. À l'intérieur, des cahiers, des lettres, mes anciens devoirs annotés par elle. Je tombai sur celui où elle avait écrit « Tu crois savoir aimer ?» Je relus sa phrase encore et encore. Et soudain, j'eus la sensation qu'elle n'était plus une question, mais une réponse. J'avais aimé à travers l'illusion, le désir, la perte. J'avais aimé comme on apprend une langue étrangère, en trébuchant sur chaque mot, en confondant le sens et le son.
Mais désormais, je savais, aimer, ce n'est pas posséder. Ce n'est pas être compris. C'est accepter de ne jamais tout savoir de l'autre et d'aimer quand même. Quelques mois plus tard, mon roman fut publié. Il parlait d'un jeune homme et de sa professeure de littérature. Je changeais les noms, les lieux, les détails. Mais la vérité, elle, restait intacte, dissimulée entre les lignes. Le livre reçut de bonnes critiques. Certains y virent une histoire d'initiation, d'autres, une tragédie moderne. Personne ne sut que c'était un aveu. Je me rendis à une séance de dédicace à Lyon. C'était dans une petite librairie, pleine d'odeurs de papier et de pluie. Les lecteurs défilaient, timides, curieux. Et puis, au milieu de la file, je la vis. Je crus d'abord rêver. Elle portait un manteau beige, les cheveux détachés, les yeux plus calmes qu'autrefois. Le temps l'avait changée, mais pas effacée. Elle s'avança lentement, un exemplaire du livre entre les mains. « Bonjour », dit-elle d'une voix douce. Je restai muet. « Alors, tu écris toujours ?»« J'essaie », répondis-je enfin, la gorge serrée. Elle feuilleta le livre. « C'est étrange, tu sais. J'ai l'impression de reconnaître certaines phrases. Peut-être parce qu'elles étaient déjà les tiennes. » Elle sourit faiblement, puis baissa les yeux. « Je n'étais pas sûr de venir, mais j'avais besoin de savoir si tu allais bien. »« Et vous ?»« J'ai refait ma vie, » dit-elle simplement. « J'enseigne ailleurs, plus de littérature cette fois. » J'ai choisi le silence. Je sentis une tristesse douce m'envahir. Vous m'aviez dit un jour qu'écrire, c'était survivre à ce qu'on ne peut pas dire. Et toi, tu as survécu, on dirait. Oui, mais pas sans cicatrice. Elle referma le livre, y glissa un marque-page. Ce que nous avons vécu, Léo. C'était un malentendu magnifique. Un malentendu? Oui. Toi, tu cherchais à apprendre l'amour. Moi, j'essayais de l'oublier. Nous nous sommes rencontrés au milieu. Le silence tomba, dense et fragile. Je ne savais pas quoi répondre. Elle s'approcha de la table, posa doucement sa main sur la mienne. Ce que tu as écrit est beau. Mais promets-moi une chose, n'en fais pas ta prison. Je hochai la tête, incapable de parler. Elle se pencha, m'embrassa sur la joue, un geste léger, presque maternel, puis s'éloigna. Avant de partir, elle se retourna une dernière fois. « Tu sais maintenant, n'est-ce pas ?»« Oui, dis-je, je le sais. Alors, tu peux écrire autre chose. » Et elle disparut dans la foule. Je restai longtemps assis, le cœur battant. Je compris que c'était la dernière fois, qu'il n'y aurait plus de lettres, plus de marges, plus de phrases partagées, mais il n'y avait plus de colère, plus de regret non plus. Seulement une gratitude muette. Cette nuit-là, en rentrant, j'ouvris mon carnet. Je notais simplement. Elle m'a appris à aimer, puis à me taire. Et dans le silence, j'ai compris ce que c'était vraiment. Les années suivantes furent plus paisibles. Je publiais d'autres livres, je voyageais, j'aimais à nouveau. Mais chaque fois que j'enseignais un atelier d'écriture, que je parlais d'émotion et de retenue, je sentais son ombre bienveillante derrière moi. Je citais parfois une phrase sans dire d'où elle venait. Une voix peut vous conduire loin, parfois trop loin. Et dans les yeux des étudiants, je voyais ce même éclat que j'avais eu autrefois, celui de ceux qui confondent apprendre et aimer. Alors je souriais intérieurement et je répétais ces mots, écrivez. Mais n'écrivez jamais pour être regardé, écrivez pour voir. Un matin, plusieurs années plus tard, je reçus un colis sans expéditeur. À l'intérieur, un petit carnet relié de cuir. Je l'ouvris, c'était son écriture. Des notes, des pensées, des fragments de cours, et entre les pages, des phrases que je reconnaissais, des citations qu'elle m'avait dites, des mots qu'elle m'avait autrefois écrits dans la marge. Sur la dernière page, une seule ligne. L'amour n'enseigne qu'à ceux qui le brisent. Je restais là, le carnet ouvert sur les genoux, incapable de retenir les larmes. Ce n'était pas de la tristesse, c'était une paix étrange, comme si le cercle était enfin bouclé. Je compris qu'elle avait voulu que je garde une trace, mais pas une plaie, un souvenir, pas une obsession. Elle m'avait laissé son ultime leçon, celle que je n'avais pas su entendre à 18 ans. Aimer, c'est savoir partir. Aujourd'hui encore, quand j'entre dans une salle de classe, quand je sens l'odeur du papier et de la craie, je revois sa silhouette, son regard, sa voix, et parfois, sans prévenir, j'entends murmurer au fond de moi, « Tu crois savoir aimer ?» Je ferme alors les yeux et je réponds en silence, « Oui, mais je l'ai su trop tard. » Et c'est là, dans cette réponse murmurée au passé, que je sens qu'elle vit encore, quelque part, non plus dans mes blessures, mais dans mes mots, les mots qu'elle m'a appris à aimer avant même de m'apprendre à les écrire.